à la gare routière d'un village de Provence, à 23 h, quelques jours avant Noël 2023, un homme sans jambes s'apprêtait à charger 8 valises pour sauver la vie d'un bébé mourant, et cette décision impossible allait changer son destin à jamais. Léo Martin, connu de tous à la gare, avait 36 ans et vivait sans jambes depuis 12 ans. Ses moignons infectés saignaient constamment sous les prothèses artisanales de bois et de métal qu'il avait lui-même fabriquées avec de la ferraille trouvée dans les décharges de la région. Une fièvre de 39 degrés le rongeait cette nuit-là, et les médecins du centre de santé local avaient été clairs 3 jours auparavant. « Monsieur Martin, si vous n'amputez pas plus haut, la septicémie vous tuera en quelques semaines. » Mais Léo n'avait pas les 20 000 € nécessaires pour de vraies prothèses. Il gagnait à peine 25 € par jour en portant des valises avec la force surhumaine de ses bras. Et cette nuit-là, alors que les guirlandes de Noël clignotaient tristement, une famille désespérée entra en courant dans la gare presque vide avec un bébé prématuré, convulsant dans une couveuse portable. Léo ne savait pas qu'il était à 10 minutes de la rencontre la plus extraordinaire de sa vie. Que feriez-vous si vous n'aviez pas de jambes, mais qu'un père vous suppliait de porter 8 valises en 10 minutes pour sauver son bébé mourant? Léo Martin avait appris à mesurer sa vie en pas qu'il ne pourrait jamais faire. 12 ans plus tôt, en mai 2011, alors qu'il avait 24 ans et rêvait de traverser la frontière pour offrir une vie meilleure à sa femme Chloé et à leur fils Lucas, âgé de 3 ans, Léo était monté à bord d'un train de marchandises dans une petite gare de campagne en Auvergne. Le train, serpent d'acier anonyme traversant la France, devint son enfer personnel lorsque, quelque part dans la campagne profonde, le sommeil le terrassa sur le toit d'un wagon. La chute le projeta directement sur les voies. Les roues d'acier du train lui arrachèrent les 2 jambes sous les genoux en quelques secondes. Les ambulanciers qui le trouvèrent 5 heures plus tard, exsangue et délirant sous la pluie fine, dirent que sa survie tenait du miracle. Léo passa 4 mois dans un hôpital de province, où les chirurgiens amputèrent ce qui restait de ses jambes et lui dirent « Il vous faudra des prothèses, monsieur Martin. Sans elles, vous ne remarcherez jamais. » Mais les vraies prothèses coûtaient une fortune, 20 000 € qu'il n'avait pas. Chloé, sa femme, lui rendit visite 3 fois à l'hôpital. Lors de la 3e visite, tenant le petit Lucas par la main, elle lui dit, les yeux secs, « Léo, je n'ai pas épousé un infirme. Je ne veux pas que mon fils grandisse en voyant son père ramper sur le sol comme un animal. » Elle emmena Lucas dans une ville du sud-ouest de la France, chez sa sœur. Léo signa les papiers du divorce depuis son lit d'hôpital. 8 années s'étaient écoulées depuis. 8 ans sans voir son fils. 8 ans d'appels bloqués, de lettres retournées, de supplications ignorées. La dernière fois qu'il avait tenté de la contacter, Chloé lui avait dit « Je ne veux pas que mon fils connaisse un estropié. Oublie que tu as une famille, Léo. » C'est ainsi que Léo s'était traîné jusqu'en Provence. Avec de la ferraille, des câbles volés et des planches de bois provenant de chantiers abandonnés, il s'était fabriqué ses propres prothèses. C'étaient des monstruosités grotesques qu'il attachait à ses moignons avec des cordes et du ruban adhésif industriel. Elle lui donnait l'air d'un épouvantail mécanique lorsqu'il se propulsait avec ses béquilles spéciales dans les couloirs de la gare routière. Mais elle fonctionnait. Et Léo découvrit que ses bras, renforcés par des années passées à ramper, pouvaient soulever des valises que des hommes avec des jambes saines ne pouvaient pas déplacer. Il devint le porteur sans jambes de la gare, une légende locale. Les chauffeurs de taxi l'appelaient Léo le Fort. Les vendeuses de la boulangerie lui gardaient les invendus du jour. Les agents de sécurité lui permettaient de dormir dans un petit local de service, où Léo étendait des cartons sur le sol en ciment et rêvait de jambes qu'il n'avait plus. Mais sa force surhumaine avait un prix terrible. Les prothèses artisanales lui causaient des plaies profondes sur les moignons, des plaies qui ne guérissaient jamais complètement, car chaque jour il devait rattacher ces monstruosités pour pouvoir travailler. Les plaies s'infectèrent, l'infection devint chronique, et en décembre 2023, les médecins lui annoncèrent que la septicémie était imminente. Monsieur Martin, lui avait dit le docteur 3 jours plus tôt, avec des yeux tristes derrière ses lunettes épaisses, vos moignons sont nécrosés. L'infection a atteint l'os. Si nous n'amputons pas plus haut et que vous n'obtenez pas de vraies prothèses, vous mourrez. Il vous reste peut-être 1 mois, voire moins. Léo lui avait souri avec ce sourire qu'il avait perfectionné pendant 12 ans d'humiliation. Docteur, je n'ai pas 20 000 €. Je gagne à peine 25 € par jour. Que voulez-vous que je fasse? Que j'abandonne? Le docteur avait baissé les yeux. Je suis vraiment désolé, monsieur Martin. Et maintenant, 3 jours plus tard, dans la nuit froide de décembre, Léo se traînait dans la gare presque vide,
avec une fièvre de 39 degrés Celsius et une douleur qui lui transperçait les moignons comme des couteaux chauffés à blanc. Il n'avait gagné que 15 € ce jour-là. 2 autocars, 4 valises. La fièvre le tuait, mais Léo savait que s'il ne travaillait pas, il ne mangeait pas. Il s'était donc traîné de son réduit en carton jusqu'à la zone des arrivées, espérant qu'un passager de dernière minute aurait besoin d'aide. La gare était décorée de lumières de Noël et d'une grande crèche près des guichets. Les rares personnes qui attendaient les bus de nuit murmuraient des prières en mangeant un morceau de baguette et en buvant du café dans des gobelets en carton. Léo s'appuya contre une colonne, essayant de contrôler les frissons de la fièvre. « Seigneur, murmura-t-il en regardant le plafond de la gare, je sais que je n'ai pas été le meilleur des chrétiens. Je sais que je maudis parfois quand j'ai mal. Je sais que j'ai perdu la foi quand Chloé a emmené Lucas. Mais s'il te plaît, laisse-moi juste vivre un jour de plus. Juste un jour de plus pour peut-être, un jour, revoir mon fils. » C'est à ce moment-là qu'il entendit les cris désespérés. « S'il vous plaît, que quelqu'un nous aide. » Léo tourna la tête et vit une scène qui lui brisa le cœur. Une famille entrait en courant par les portes principales de la gare. Un homme d'une quarantaine d'années portant une couveuse portable avec un bébé à l'intérieur, une femme âgée en fauteuil roulant, poussée par une adolescente de 15 ans, et 3 jeunes enfants qui couraient en pleurant derrière eux. Ils traînaient 8 énormes valises, les laissant tomber tous les quelques mètres en courant vers les quais. « L'autocar pour Marseille !» criait l'homme, les larmes aux yeux. « Il part dans 10 minutes. Notre bébé doit arriver à l'hôpital. » Léo vit le bébé dans la couveuse, un prématuré, peut-être de 2 mois, avec des tubes connectés à son petit corps, et le bébé convulsait. L'homme regarda désespérément autour de lui, cherchant de l'aide. Ses yeux rencontrèrent Léo, appuyé contre la colonne. Il courut vers lui. « S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous à porter nos bagages jusqu'au quai. Mon bébé est en train de mourir. Le bus part dans 10 minutes et le quai est à 100 mètres. Je vous paierai 100 €, s'il vous plaît. » Léo regarda les 8 énormes valises jetées sur le sol. Il regarda ses moignons infectés qui saignaient à l'intérieur de ses prothèses artisanales. Il sentit la fièvre de 39 degrés Celsius brouiller sa vision. 100 mètres, 10 minutes, 8 valises. Impossible pour un homme sans jambes mourant de septicémie. « Monsieur, dit Léo d'une voix rauque, je ne peux pas. Je n'ai pas de jambes, je peux à peine marcher avec ces béquilles. Je ne pourrai pas porter tout ça à temps. » Le bébé dans la couveuse convulsa plus fort. La femme âgée dans le fauteuil roulant cria « Mon petit-fils !» La mère du bébé, la jeune femme qui poussait le fauteuil, tomba à genoux en pleurant. « Mon Dieu, il se meurt. S'il vous plaît, mon Dieu, ne me prenez pas mon bébé. » Les 3 jeunes enfants pleuraient, serrés les uns contre les autres. L'homme regarda Léo avec des yeux que Léo reconnut parfaitement. Les yeux d'un père désespéré, les mêmes yeux que Léo avait vus dans le miroir 12 ans plus tôt, quand il rêvait de donner une vie meilleure à Lucas. Et à cet instant, Léo vit le visage de son fils dans celui du bébé qui convulsait. Il vit Lucas, 3 ans, pleurant tandis que Chloé l'entraînait hors de l'hôpital. Il vit Lucas, 15 ans, grandissant sans père. Il vit 8 ans d'absence qu'il ne pourrait jamais récupérer. Et quelque chose se brisa à l'intérieur de Léo Martin. Il se détacha de la colonne avec ses béquilles, regarda l'homme désespéré droit dans les yeux, et prononça les mots qui allaient changer son destin pour toujours. « Je n'ai pas de jambes, monsieur, mais je porterai vos bagages. Allez, votre bébé vivra. » Léo se traîna vers les 8 valises avec une détermination qui défiait toute logique humaine. L'homme désespéré, qui se présenta comme étant Stéphane Leclerc, le regardait avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Monsieur, vous n'avez pas de jambes. Comment allez-vous ? » « Je m'en occupe, » l'interrompit Léo, calculant déjà dans son esprit la géométrie impossible de ce qu'il s'apprêtait à tenter. « Emmenez votre famille et le bébé au quai. J'apporterai les bagages. » « Quel est le numéro de l'autocar ? » « Quai 7. Un autocar pour Marseille. 10 minutes. L'homme sortit un billet froissé de 100 € de sa poche. « Tenez, en avance. » Léo ne prit pas l'argent. « Gardez-le pour votre bébé. Si j'arrive à temps, vous me paierez. Si je n'y arrive pas, priez pour mon âme. » L'homme hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues.
Il prit la couveuse portable avec le bébé convulsant et courut vers le quai, suivi de sa famille. Léo se retrouva seul face aux 8 valises. C'étaient de grosses valises en toile, de celles que les familles modestes utilisent pour des déménagements complets. Léo les tâta une par une, estimant le poids. Chacune pesait environ 20 kilos. 160 kilos au total. Pour un homme valide, déplacer cette charge sur 100 mètres en 10 minutes aurait été difficile, mais possible. Pour Léo, sans jambes, avec des moignons infectés et une fièvre de 39 degrés Celsius, c'était littéralement impossible. Mais Léo avait appris il y a 12 ans que « impossible » n'était qu'un mot que les gens utilisaient avant d'essayer. Il enleva la ceinture de cuir usée qu'il portait toujours. Avec des mouvements rapides et précis, perfectionnés par des années d'expérience, il attacha 4 valises ensemble et les chargea sur son dos comme un sac à dos géant. Le poids lui écrasa les épaules, mais ses bras musclés soutinrent la charge. Il prit 2 autres valises, une dans chaque main, et les traîna sur le sol de la gare. Les 2 dernières valises, il les poussa avec ses moignons infectés, utilisant les prothèses artisanales comme des crochets improvisés. Et il commença à bouger. Chaque pas était une agonie. Les lanières de la ceinture s'enfonçaient dans ses épaules. Les valises qu'il traînait avec ses mains lui brûlaient les paumes, et celles qu'il poussait avec ses moignons faisaient éclater les plaies infectées sous les prothèses. Léo sentit le liquide chaud de pus et de sang couler sur ses moignons, mais il continua d'avancer. 1. Compta-t-il à haute voix, en se traînant sur 5 mètres. 2, 3, 4. La gare semblait s'étirer devant lui comme un désert infini. 100 mètres n'avaient jamais paru si loin. Seigneur Jésus, halta Léo, je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais que j'ai été un pécheur. Je sais que j'ai maudit ton nom quand j'ai perdu mes jambes. Mais ce bébé n'est pas responsable de mes péchés. S'il te plaît, donne-moi la force. La fièvre faisait tout tourner autour de lui. Les lumières de Noël de la gare se transformaient en étoiles floues. La crèche géante près des guichets semblait bouger, comme si l'enfant Jésus en plâtre le regardait. Léo avait avancé de 20 mètres quand ses bras commencèrent à trembler, de 30 mètres quand la douleur dans ses moignons devint si intense qu'il cria, de 40 mètres quand il tomba à genoux et que les valises faillirent l'écraser. Non, cria Léo en se relevant. Ce bébé vivra, je le jure devant Dieu. C'est alors qu'il entendit la voix. Tu as besoin d'aide, mon fils? Léo tourna la tête, s'attendant à voir l'un des agents de sécurité ou un chauffeur de taxi qui le connaissait. Mais l'homme qui se tenait à côté de lui n'était personne que Léo ait jamais vu. C'était un vieil homme d'environ 70 ans, vêtu simplement, un pantalon de travail usé, une chemise en coton blanc, de vieilles chaussures de marche. Il avait le visage buriné par le soleil et les mains calleuses de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. Ses yeux étaient d'un brun profond, remplis d'une compassion qui donna à Léo l'envie de pleurer. Je dois amener ces valises au quai 7, halta Léo. Une famille, un bébé mourant. 10 minutes. Le vieil homme sourit. Je vais t'aider, mon fils. À 2, c'est plus facile. Sans attendre de réponse, le vieil homme prit 4 des valises comme si elles ne pesaient rien. Léo le regarda, stupéfait. Le vieil homme devait avoir 70 ans, mais il portait 80 kilos de bagages comme s'il s'agissait de plumes. Allons-y, dit le vieil homme. Le bébé nous attend. Ensemble, ils commencèrent à avancer plus rapidement. Léo traînait 4 valises, le vieil homme portait les 4 autres. 50 mètres. 60. 70. Comment t'appelles-tu, mon fils? Demanda le vieil homme en marchant. Léo. Léo Martin, halta Léo. La douleur dans ses moignons était maintenant indescriptible. Et vous, monsieur? Tu peux m'appeler Jean, dit le vieil homme avec un sourire étrange. Léo n'y pensa pas. Jean était un nom courant. Merci, monsieur Jean, de m'aider. Pourquoi fais-tu ça, Léo? Demanda le vieil homme. Pour 100 euros? Tu sais que tu pourrais mourir de cet effort. Tes moignons saignent. Tu as de la fièvre. Pourquoi risques-tu ta vie? Léo pensa à Lucas, aux 8 ans sans le voir, à un bébé convulsant dans une couveuse. Parce que ce bébé mérite de vivre. Il mérite d'avoir son père. Et j'ai perdu mon fils il y a 8 ans. Je ne veux pas que ce père perde le sien.
des larmes roulaient sur les joues de Léo alors qu'il se traînait sur les 30 derniers mètres. 80 mètres. 90 mètres. Il pouvait voir le quai 7 maintenant. L'autocar était là, le moteur en marche, prêt à partir. La famille attendait au pied du bus, le bébé dans la couveuse convulsant plus violemment. « Il reste 2 minutes. » cria le chauffeur. « Si vous ne montez pas maintenant, je pars. »« Les bagages arrivent. » cria le père désespéré. Léo et le vieil homme arrivèrent au quai en 8 minutes exactement. Léo laissa tomber les valises sur le sol, s'effondrant à genoux. Le vieil homme posa doucement les siennes à côté. Le père, Stéphane, courut vers eux, les yeux brillants de gratitude et de larmes. « Vous avez réussi, mon Dieu, vous avez réussi. » La famille monta rapidement dans le bus, chargeant les valises. La grand-mère en fauteuil roulant fut soulevée par le chauffeur et d'autres passagers. Les 3 jeunes enfants montèrent en pleurant de soulagement. La mère avec le bébé dans la couveuse fut la dernière à monter, mais avant de disparaître à l'intérieur, elle se tourna et cria vers Léo, « Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous avez sauvé mon bébé. Je prierai pour vous toute ma vie. » Le père descendit en courant du bus une dernière fois. Il avait le billet de 100 € à la main, mais quand il arriva près de Léo, il vit le sang qui tachait le sol sous ses moignons. « Mon Dieu, » murmura le père. « Vous saignez. »« C'est bon, » haleta Léo. « Votre bébé vivra. » Le père glissa les 100 € dans la poche de la chemise de Léo avec des mains tremblantes. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Vous n'aviez pas de jambes, mais vous avez porté nos bagages comme si vous aviez des ailes. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous avez fait pour nous. » L'homme retourna en courant au bus. Les portes se fermèrent. L'autocar pour Marseille partit dans la nuit, emportant une famille et un bébé qui auraient une chance de vivre. Léo resta sur le quai, saignant, tremblant de fièvre, mais avec une paix dans le cœur qu'il n'avait pas ressentie depuis 12 ans. « J'ai réussi, » murmura-t-il en regardant le ciel. « Seigneur, j'ai réussi. » Il essaya de se relever, mais ses bras cédèrent. Il tomba à la renverse sur le ciment du quai. L'obscurité commença à envahir sa vision. Léo entendit la voix du vieil homme. « Léo, regarde-moi. » Avec un effort surhumain, Léo ouvrit les yeux. Le vieil homme était agenouillé à côté de lui, et ses mains calleuses touchaient les moignons infectés de Léo. « Qu'est-ce que vous faites ?» murmura Léo. Le vieil homme sourit avec une tendresse qui fendit le cœur de Léo. « Celui qui porte des valises sans jambes pour sauver un bébé, » dit le vieil homme d'une voix qui résonnait comme des cloches, « mérite des jambes de fer pour continuer à porter les fardeaux des autres. » Et alors les mains du vieil homme devinrent brûlantes. Léo cria. Non pas de douleur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose d'impossible, de divin. La chaleur qui émanait des mains du vieil homme ne ressemblait à rien de ce que Léo avait jamais ressenti. Ce n'était pas la chaleur de la fièvre qui le consumait. Ce n'était pas la chaleur de la douleur qu'il avait endurée pendant 12 ans. C'était une chaleur qui traversait la chair, l'os, la moelle. Une chaleur qui créait. Léo ouvrit grand les yeux et ce qu'il vit le fit crier avec un mélange de terreur et d'émerveillement absolu. Ses moignons infectés brillaient. Une lumière dorée émanait de l'endroit où les mains du vieil homme les touchaient. Et à l'intérieur de cette lumière, Léo pouvait voir quelque chose d'impossible se produire. Les plaies infectées se refermaient, la chair nécrosée se régénérait. Et puis, tandis que Léo observait, paralysé par le choc, ses jambes commencèrent à pousser. D'abord les os, le fémur, le tibia, le péroné, s'étendant centimètre par centimètre depuis ses moignons, comme les branches d'un arbre bourgeonnant au printemps. Léo pouvait sentir chaque millimètre d'os se former, un picotement intense qui n'était pas douloureux, mais étrangement agréable, comme si son corps se souvenait de ce qu'il devait être. Puis vinrent les muscles, des fibres rouges et brillantes s'enroulant autour des nouveaux os, tissant des tendons et des ligaments avec la précision d'un horloger divin. Les muscles des mollets grandirent, puis ceux des cuisses, chacun parfaitement formé, chacun pulsant d'une vie nouvelle. Après vinrent les vaisseaux sanguins. Léo pouvait les voir sous la lumière dorée, artères et veines s'étendant comme des rivières microscopiques, se connectant à son système circulatoire avec une perfection qu'aucun chirurgien humain ne pourrait égaler. Son cœur pompa plus fort, envoyant du sang frais dans ses nouvelles jambes. Puis la peau arriva. Partant des moignons régénérés,
la peau neuve s'étendit sur le muscle comme de la soie se déversant sur un moule. C'était une peau parfaite, sans cicatrices, sans marque des plaies qui avaient tourmenté ses moignons pendant des années. Une peau douce et mate, exactement de la même teinte que le reste de son corps. Et enfin, les pieds. Les os du tarse, du métatarse, les phalanges des orteils, tous se formant en quelques secondes, les chevilles prenant forme, les talons se complétant, et les orteils, 5 à chaque pied, parfaits et complets. Le processus entier prit peut-être 30 secondes, mais pour Léo, ce fut une éternité d'émerveillement. Quand la lumière dorée se dissipa, Léo Martin avait des jambes complètes pour la première fois en 12 ans. Il resta allongé sur le sol du quai, regardant vers le bas, des larmes roulant sur ses joues, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Mais... Mes jambes, murmura-t-il. J'ai des jambes. Il bougea les orteils. Ils répondirent. Il plia les genoux. Ils se plièrent. Il toucha la peau de ses mollets avec des mains tremblantes. Elles étaient réelles. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Léo regarda le vieil homme avec des yeux exorbités. Qui êtes-vous? Le vieil homme se leva lentement, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit ressentir à Léo un frisson qui n'avait rien à voir avec la fièvre. Je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que de porter une croix sans jambe pour s'appuyer, dit le vieil homme. Je suis quelqu'un qui connaît le poids de porter les fardeaux des autres. Et je suis quelqu'un qui a attendu 12 ans que tu apprennes que la vraie force n'est pas dans les jambes, Léo, mais dans le cœur prêt à se sacrifier pour les autres. Léo s'assit sur le sol, toujours incapable de croire ce qui s'était passé. Vous n'êtes pas juste un vieil homme appelé Jean, n'est-ce pas? Le vieil homme sourit. Qu'en penses-tu, Léo? Je crois. Léo déglutit. Je crois que je viens de rencontrer quelqu'un qu'il ne devrait pas être possible de rencontrer dans cette vie. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit, dit le vieil homme. Et tu as cru que tu pouvais porter 8 valises sans jambes pour sauver un bébé. Cette fois, Léo, c'est celle qui déplace les montagnes, qui régénère les jambes, qui récupère ce qui était perdu. Le vieil homme tendit sa main à Léo. Lève-toi, mon fils. Tu as de nouvelles jambes, utilise-les. Léo prit la main du vieil homme avec révérence et se mit debout. Pour la première fois en 12 ans, Léo Martin se tenait sur ses propres jambes. Les genoux tremblèrent un peu, mais ils tinrent bon. Les pieds se plantèrent solidement sur le ciment. Les muscles répondirent parfaitement à chaque commande de son cerveau. Léo fit un pas, puis un autre, et un autre. Et puis il se mit à marcher. Il marcha en cercle sur le quai, pleurant comme un enfant, riant comme un fou, louant Dieu à chaque pas. Je marche, mon Dieu, je marche. Les prothèses artisanales de bois et de métal étaient tombées au sol lorsque ses jambes avaient poussé, se désintégrant en morceaux inutiles. Léo les repoussa d'un coup de pied avec ses nouveaux pieds, ressentant une joie sauvage en voyant ces monstruosités qui avaient été sa prison pendant des années redevenir des déchets. Le vieil homme l'observait avec un sourire plein d'amour paternel. Quand Léo se calma enfin, il se tourna vers le vieil homme avec une question brûlante. Pourquoi moi? Pourquoi m'avez-vous accordé ce miracle? Je ne suis personne de spécial. Je suis juste un porteur, un pêcheur, un homme qui a tout perdu. Tu as porté les bagages d'une famille sans rien demander en retour, dit le vieil homme. Tu as risqué ta vie en sachant que tu pouvais mourir, juste pour qu'un bébé puisse vivre. Tu as sacrifié ton corps sanglant pour un inconnu. Et tu penses que ce n'est pas spécial? Le vieil homme s'approcha et posa une main sur son épaule. Léo, ton fils Lucas te cherche. Léo se figea. Quoi? Ton fils Lucas, répéta le vieil homme. Il a 15 ans maintenant et il te cherche. Mais Chloé m'a interdit. Chloé est morte il y a 2 ans, dit le vieil homme doucement. Overdose dans un motel d'une ville du sud-ouest. Lucas a été en famille d'accueil pendant 1 an. Puis il s'est enfui. Il est arrivé ici il y a 3 mois. Il t'a cherché dans les gares, les refuges, les rues. Mais il ne savait pas que tu dormais ici même, dans cette gare. Les larmes jaillirent des yeux de Léo comme des rivières. Lucas est ici? Il est au foyer de l'espoir, dit le vieil homme. Il dort sur un lit de camp dans le dortoir des adolescents. Il fait la plonge dans un bistrot pour se payer sa nourriture. Et chaque soir, avant de dormir,
il prie pour toi. Père, dit-il, aide-moi à retrouver mon papa. Même s'il n'a pas de jambes, où qu'il soit, aide-moi à le retrouver. Je lui pardonne de nous avoir quittés. Je veux juste qu'il sache que je l'aime. Léo tomba à genoux, mais cette fois non par faiblesse, mais sous un poids émotionnel trop grand pour le supporter debout. Mon fils. Mon Lucas. Me cherche. Il a besoin de toi, Léo, dit le vieil homme. Et tu as besoin de lui. Maintenant, tu as des jambes pour marcher jusqu'à lui. Utilise-les. Comment puis-je? Comment puis-je vous remercier pour ce miracle? En vivant une vie qui honore le sacrifice que tu as fait ce soir, dit le vieil homme. Tu as porté des valises sans jambes. Maintenant, porte l'espoir avec de nouvelles jambes. Aide les autres qui sont brisés. Le vieil homme commença à s'éloigner. Attendez! Cria Léo. Je ne connais même pas votre vrai nom. Le vieil homme se tourna une dernière fois, ses yeux brillant d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Tu connais mon nom, Léo. Tu le connais depuis que tu es enfant. Tu l'as murmuré quand tu es tombé sous les roues du train. Tu l'as maudit quand tu as perdu tes jambes. Tu l'as invoqué quand tu as porté ces 8 valises. Et maintenant, tu le loues à chaque pas que tu fais. Et puis, sous les yeux de Léo, le vieil homme disparut simplement. Il ne s'éloigna pas, il ne se cacha pas derrière une colonne. Il cessa simplement d'être là. Léo se retrouva seul sur le quai avec de nouvelles jambes et un cœur transformé. C'est alors qu'il remarqua les 8 valises. Elles étaient de nouveau là, sur le quai, et elles étaient ouvertes. Léo s'approcha lentement. Il regarda à l'intérieur de la première valise et son cœur s'arrêta. Elle était remplie de billets de 100 €. Il ouvrit la deuxième, la troisième, la 8e. Tout était plein à ras-bord d'argent. Il y avait environ 300 000 €. À l'intérieur, une lettre écrite d'une écriture élégante. Léo, tu as porté mes bagages sans jambes ce soir. Tu as porté la croix d'une famille désespérée sur tes épaules sanglantes. Cet argent est ta récompense. Utilise-le à bon escient. Réconcilie-toi avec Lucas. Construis quelque chose qui donnera de l'espoir aux autres brisés. Souviens-toi, ce ne sont pas tes jambes qui ont porté ces valises ce soir. C'était ton cœur. Et je vois toujours le cœur. J. Léo plia la lettre et la mit dans sa poche avec les 100 € que le père lui avait donnés. Il se leva sur ses nouvelles jambes et regarda le ciel nocturne de Provence. Merci, murmura-t-il. Il sortit de la gare routière, marcha dans la nuit avec des jambes qu'il ne devrait pas avoir, avec de l'argent qui ne devrait pas exister, et avec un destin qui lui avait été révélé. Le foyer de l'espoir. Son fils l'attendait. Le foyer était situé dans une rue humble du centre du village. Il était minuit 30 quand Léo arriva devant le portail en métal vert. Il resta là pendant 5 minutes, ses nouvelles jambes tremblant de peur. Et si Lucas le détestait? Il frappa. Une petite fenêtre s'ouvrit sur le visage d'une femme âgée. Le foyer est plein. Je ne cherche pas un lit, dit Léo rapidement. Je cherche mon fils. Son nom est Lucas Martin. Il a 15 ans. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Vous êtes le père de Lucas? Elle ouvrit le portail. Entrez, monsieur Martin. La femme, qui se présenta comme sœur Monique, le guida à travers un couloir. Lucas est arrivé ici il y a 3 mois. Il nous a dit qu'il cherchait son père, un porteur dans une gare routière. Il est allé à la gare chaque semaine. Une douleur poignarda la poitrine de Léo. Je dormais dans un local caché. Personne ne connaissait mon nom complet. Ils arrivèrent à une porte marquée « Dortoir adolescent ». Votre fils dort. Voulez-vous que je le réveille? Puis-je juste le voir d'abord? Elle hocha la tête et ouvrit silencieusement la porte. Le dortoir était une longue pièce avec 12 lits de camp. Au fond, un garçon mince était recroquevillé sous une couverture fine. Léo s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Il vit le visage de son fils pour la première fois en 8 ans. C'était Lucas. Il avait les pommettes hautes de sa mère, mais le reste était de lui. Il avait une petite cicatrice sur le sourcil gauche. C'était son fils. Léo tomba à genoux à côté du lit, des larmes silencieuses coulant sur ses joues.
Lucas, murmura-t-il, mon garçon. Dans son sommeil, Lucas murmura, papa. S'il te plaît, trouve-moi. Léo ne put se retenir. Il posa doucement sa main sur l'épaule de son fils. Lucas, dit-il d'une voix brisée. Lucas, mon fils. C'est moi. C'est papa. Les yeux de Lucas s'ouvrirent lentement. Pendant 3 secondes, il regarda Léo avec confusion. Puis la reconnaissance le frappa comme un éclair. Papa? Oui, Lucas. C'est moi. Mais tu n'as pas de jambes. Maman a dit que tu n'avais pas de jambes. Léo se leva, permettant à Lucas de voir ses jambes. J'ai eu un miracle ce soir, mon fils. Lucas se leva à son tour, tremblant. Père et fils se regardèrent pendant un instant qui parut une éternité. Puis Lucas se jeta dans les bras de Léo, le serrant avec une force désespérée, pleurant comme si son cœur se déchirait. Papa, papa, je pensais que je ne te retrouverais jamais. Je pensais que tu m'avais oublié. Jamais, sanglota Léo, serrant son fils. Jamais un seul jour. Pendant les 3 heures suivantes, assis dans la petite cour du foyer, Léo raconta tout à Lucas. L'accident, les 12 années, les prothèses, la famille, les 8 valises, et le vieil homme qui lui avait donné de nouvelles jambes. Lucas écoutait, stupéfait. Papa, dit-il quand Léo eut fini. Tu as rencontré Jésus. Le vrai Jésus. Je le crois, mon fils. Et l'argent? C'est pour nous. Pour recommencer. Pour construire quelque chose qui aide les autres. Je vais ouvrir une entreprise de déménagement, Lucas. Une entreprise qui emploiera des personnes handicapées. Des gens que la société rejette. Les yeux de Lucas brillèrent. Je veux travailler avec toi, papa. Et je veux faire autre chose. Chaque année, avant Noël, je veux que nous retournions à la gare et que nous portions gratuitement les bagages des familles qui ont des urgences médicales. Pour que personne n'oublie que les miracles existent. Léo serra son fils dans ses bras, le cœur débordant de fierté. Tu es plus sage que ton père, Lucas. Nous ferons exactement ça. 3 ans plus tard, le 15 décembre 2026, l'entreprise, Porte l'Espoir, occupait un entrepôt de 500 mètres carrés dans la zone industrielle. Le slogan disait « Déménagement avec un but ». Embaucher ceux que le monde a oubliés. À l'intérieur, 30 employés travaillaient. Nicolas Bernard, 52 ans, paraplégique, conduisait le plus grand camion de déménagement depuis son fauteuil roulant adapté. Valérie Petit, 45 ans, qui avait perdu un bras, coordonnait les itinéraires avec une efficacité redoutable. Enzo Fournier, 38 ans, aveugle de naissance, était la star du service client au téléphone. Pierre Durand, 60 ans, qui avait perdu ses 2 jambes à cause du diabète, supervisait l'entrepôt avec des prothèses payées par l'entreprise. Et à leur tête, Léo Martin, 39 ans, marchant parmi eux sur les jambes que Jésus lui avait données. À ses côtés, Lucas, 18 ans, étudiant en gestion, travaillait à mi-temps dans l'entreprise familiale. Porte l'Espoir était un succès. Mais ce jour-là, Léo était dans son bureau, pensif. Lucas entra. « Papa, on a 3 déménagements demain. » Lucas, l'interrompit Léo. « Je dois te dire quelque chose. Je fais des rêves. Le vieil homme me parle. Il me dit, les jambes que je t'ai données ne sont pas seulement pour marcher. Elles sont pour courir vers ceux qui ont besoin d'être portés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons faire plus. » Léo se leva et écrivit sur un tableau blanc. Il y a des milliers de personnes handicapées au chômage dans notre région. Je veux créer une fondation. La fondation Jambes de Fer. Nous utiliserons les bénéfices de Porte l'Espoir pour la financer. Nous offrirons une formation professionnelle gratuite, nous fournirons des prothèses, nous adapterons des véhicules. Lucas regarda son père, puis sourit. Papa, ça va coûter des millions. Je sais. Ça va prendre le reste de ta vie. Je sais. Alors, faisons-le, dit Lucas en posant une main sur son épaule. Parce que tu m'as appris que quand Dieu te donne de nouvelles jambes, ce n'est pas pour que tu marches. C'est pour que tu cours vers ceux qui rampent encore. Le 12 décembre 2027, 4 ans après le miracle, la gare routière de Provence était pleine d'activités.
Mais cette année, au quai 7, là où Léo avait reçu ses nouvelles jambes, il y avait une plaque de bronze. En ce lieu, le 12 décembre 2023, Léo Martin a porté 8 valises sans jambes pour sauver la vie d'un bébé. Cette nuit-là, Jésus lui a donné de nouvelles jambes et une mission, porter l'espoir pour les autres. Cette plaque commémore non pas le miracle des jambes, mais le miracle du cœur prêt à se sacrifier. Devant la plaque, Léo, Lucas et 20 employés de Porte l'Espoir en t-shirt bleu accueillaient les familles en difficulté. Bienvenue. Aujourd'hui, vos bagages voyagent gratuitement. Pendant 4 heures, ils portèrent les valises de 53 familles. Vers minuit, la gare s'était vidée. Léo et Lucas restèrent assis au quai 7. « Papa, dit Lucas, tu penses qu'il nous regarde ?» Léo regarda le ciel étoilé. « Je sais qu'il nous regarde, mon fils. Je sens sa présence à chaque fois que je porte une valise. »« Regrettes-tu parfois ?» demanda Lucas. « D'avoir porté ces 8 valises cette nuit-là, en sachant que tu pouvais mourir ? » Mathéo, si je devais recommencer, je porterais ces valises 1000 fois. Parce que cette décision de porter l'impossible ne m'a pas seulement donné des jambes. Elle m'a rendu toi. Elle m'a donné un but. Dans le silence de la nuit, Léo entendit une voix, non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as porté mes bagages quand tu n'avais pas de jambes. Maintenant, tu portes mon espoir avec des jambes de fer et un cœur d'or. Continue de courir vers les brisés. » Léo ferma les yeux et murmura « Merci, Seigneur. Pour tout. Je continuerai de porter jusqu'à mon dernier souffle. » Les gens n'appellent plus Léo, le porteur sans jambes. Ils l'appellent, l'homme qui porte des miracles. Mais Léo connaît la vérité. Il ne porte que des valises. C'est Jésus qui fait les miracles. Et cette différence change tout.